Merci Dominique. Bon, donc, pour une toute petite, enfin une petite heure, mais je vous demanderai, mesdames et messieurs, d'être vigilants aussi, nous allons aborder le sujet de la modélisation au service de la planification. Pourquoi ? Parce que, je rebondis sur ce que j'ai entendu dire M. Ruffat, qui nous a parlé de jeux vidéo. Nous, à Advancity, notre terrain de jeu, c'est la ville, parce que ça ne sert à rien de construire des projets si on n'est pas capable de les mettre en application. C'est comme de faire des expérimentations sur les OGM simplement en restant en laboratoire. Il faut un jour passer en plein champ. Eh bien, nous, on passe en plein champ lorsque les technologies que, mesdames et messieurs, vous mettez au point sont pratiquement mûres. Donc voilà pourquoi, dans cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir, et ils s'exprimeront dans des ordres divers, et pas forcément de la manière dont je vais vous les présenter. Commencerons par ma droite, qui est votre gauche, par Monsieur Custeau, qui est secrétaire général de l'EPA Sénart, établissement public d'aménagement. Nous avons un maître d'ouvrage, donc le porteur de mon terrain de jeu en question. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui parce que l'EPA Sénart est un partenaire important pour Advancity et je pense que vous nous direz des petites choses à ce sujet. À la gauche de Julien, il y a Vincent Lenouvel, que je connais depuis un petit moment, de Suez Consulting. Le nom changeant, pas tous les 4 matins, mais presque. Suez Consulting, Vincent. Vous nous donnerez la vue, on va dire, d'une entreprise, d'un prestataire, producteur de modèles. Ensuite, Madame Barrero, qui appartient à un organisme avec lequel nous collaborons beaucoup, qui est l'IAU, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, qui est intervenu notamment à nos côtés récemment dans le cadre du Métrolab, que nous organisons avec la Banque mondiale. Extrêmement important parce que vous produisez énormément de données, de cartes. Moi, j'invite tout le monde à faire ce que je fais très régulièrement, d'aller sur Visio, et d'aller voir toutes les cartes que vous mettez à disposition, dont beaucoup sont à disposition totalement libres. Et on s'amuse comme on veut à faire tous les trucs qu'on peut souhaiter. Et puis, enfin, M. Semsouk, qui nous vient de DEGIS, une de nos grandes ingénieries de renommée internationale, et qui, du coup, nous donnera le point de vue de ces ingénieries. Donc, j'ai un panel qui est aussi complet que possible, dès lors qu'on limite une table ronde à 4 personnes. Donc, si vous le voulez bien, je vais peut-être commencer par une première question à vous, Julien. Dominique a rappelé la règle. Au-delà de 5 minutes, je vous vilipende. Au-delà de 6, je vous frappe. Donc, soyez concis, s'il vous plaît. Partons du terrain. Le maître d'ouvrage, établissement public d'aménagement, je pose une question à laquelle je crois connaître un peu la réponse. Avez-vous, premièrement, des besoins en modélisation ? C'est bien beau de produire des jeux. Encore faut-il avoir des clients pour y jouer. Avez-vous des besoins ? Et si oui, pouvez-vous nous dire un peu de quelle nature ces besoins sont ? Merci Florence pour cette première question. Donc, par rapport au maître d'ouvrage, donc EPA, établissement public d'aménagement de Sénart, qui s'est construit en ville nouvelle il y a un peu plus de 40 ans maintenant, 1973. Donc, le terrain de jeu, c'était les champs pour développer la ville nouvelle sur un territoire qui était encore indéfini et avec un vrai modèle à l'époque de développement urbain. Donc, sans rentrer dans de la modélisation, il y avait un modèle de développement de la ville. Donc une ville en grande couronne parisienne, construite dans les champs, donc avec une grande réserve foncière, donc le principe de la réserve foncière par l'État, pour accueillir des populations nouvelles, pour avoir un équilibre entre emploi et actifs sur les territoires, un haut niveau d'équipement public, que ce soit équipement sportif, école ou équipement culturel. Donc tout un ensemble de choses qui avaient été pensées pour faire des villes nouvelles, indépendantes et qui étaient capables de travailler en lien, enfin d'interagir avec la ville-centre qui était Paris et offrir des espaces de respiration. Donc on avait cette approche qui avait été mise en place et c'était un modèle, je dirais, sans modélisation, avec une logique de planification assez forte dans la pure grande tradition française, une idée qui était arrêtée et qu'on a déclinée de manière assez efficace pendant 10-15 ans. Et à un moment, le modèle a commencé un peu à se fissurer pour
pour différentes raisons, mais entre autres des questions sociales, aussi de consommation de l'espace qui étaient très importantes. Donc à Sénart, peut-être qu'un peu moins sur les villes nouvelles, donc on a pu se développer un peu plus longtemps sans vraie crise. Mais en tout cas, on voit que le modèle de ville nouvelle a connu quelques brèches dans le développement. Donc on est arrivé au milieu des années 80, début des années 90, pour différentes raisons, à un nécessaire développement de plus d'approches sectorielles. On avait dans le premier volet de la ville nouvelle une approche très, très englobante. Après, on a commencé à redécliner les choses de manière sectorielle. Donc, parce qu'on avait des problèmes à régler, les problèmes sociaux, donc il y avait des études de peuplement qui avaient été mises en place, les problèmes hydrauliques, les problèmes de transport, les problèmes de desserte électrique, les problèmes de biodiversité qui sont arrivés plus récemment, les problèmes d'équilibre économique des opérations parce que ça devenait plus tendu, il fallait intégrer plus fortement la dimension financière. Donc, on a eu des approches sectorielles pour décliner la ville. Aussi, c'était une approche qui était à la fois opérationnellement, c'était rendu nécessaire, c'était demandé par les collectivités, avec les mouvements de décentralisation, cette demande politique qui était accentuée, et c'était aussi une approche normative demandée par le ministère avec tous les documents de concertation, tous les documents au niveau des AC, où il fallait qu'on ait une concertation renforcée avec le public, donc il fallait qu'on fasse des études d'impact qui sont mises en place, mais à chaque fois on pouvait y répondre à peu près de manière sectorielle. Donc on est aujourd'hui un peu dans cet environnement où on a toujours notre modèle de ville nouvelle initiale qui nous sert de structure, de cadre d'action, mais on a mis une couche par-dessus de modélisation sur des approches sectorielles. Donc avec mais pas forcément complètement intégrés. Donc on répond à des problèmes spécifiques, on a des modèles qui peuvent être très performants, notamment dans le domaine des transports. Alors on travaille beaucoup avec Aegis, donc on a des questions particulières. On fait tourner des modèles, ça répond à ce qu'on veut. Je dirais quand ça répond pas à ce qu'on veut, on change un peu les données d'entrée, on rajoute quelques logements à un endroit, on met un feu rouge, un rond-point à un autre endroit, et ça colle à peu près sur ce qu'on veut. Donc le modèle est bon, hein. Nous on sait à peu près où on va. Donc on arrive à concilier tout ça, et ce qui fait qu'on développe notre ville progressivement en donnant des gages vis-à-vis des élus notamment, qui après eux concertent avec la population en leur disant non, le modèle, ce qu'on vous propose comme aménagement de quartier en zone d'activité au logement, c'est bien parce que le modèle est venu conforter cette approche. Donc aujourd'hui, nos besoins sont là, nos principales commandes sont là, avec les contraintes de données entrantes où on voit, on est limité par la donnée entrante, ce sera redit après, mais IGN nous donne des données, on ne peut pas forcément les donner à nos bureaux d'études, il faut faire des conventions, donc tout ça, ça prend du temps. Donc ça freine énormément les capacités d'action. On sait qu'il y a plein de données au niveau privé, on voit toutes les données que des Waze, etc., peuvent collecter. On ne peut pas y avoir accès pour nos modèles de trafic. Donc, beaucoup de frustration, mais on arrive à tourner comme ça. Et après, maintenant, donc ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, on voit la demande qui émerge, c'est la nécessité de développer un projet urbain durable. Et c'est là où le cœur de notre métier aujourd'hui, c'est d'arriver à refaire la synthèse de ça et arriver sur des approches, notamment pour proposer des écoquartiers, des zones d'activité performantes. Et donc, il faut qu'on réintègre de la biodiversité, toute la demande sociale, environnementale et économique, et donc on en fasse une vraie approche cohérente, avec des modèles peut-être un peu moins sophistiqués, chacun sectoriellement, mais intégrés. Et je dirais, le défi, c'est de parler avec les collectivités, surtout le défi, et c'est d'être en mesure de parler avec le citoyen et d'arriver à des enquêtes publiques où c'est pas des enquêtes publiques, on met un papier à disposition pendant un mois et on se dit heureusement le commissaire enquêteur a quasiment pas fait de remarques, mais être capable d'apporter des données, des ressources sur lesquelles on puisse après interagir avec la population et donner aux gens la capacité de s'approprier un projet complexe et qui puisse apporter aussi leur expertise très large de citoyens par rapport au modèle de ville qu'on propose. Merci. Donc, si je vous entends bien, vous êtes en train de nous expliquer qu'au jour d'aujourd'hui, l'étape suivante, c'est peut-être celle de construire un scénario de développement. C'est celle donc de la scénarisation territoriale. Je me tourne vers Sandrine
Barreiro, puisque vous gérez les difficultés dont Julien vient de nous parler, avec en particulier la valorisation de données qui sont multiples. Vous avez effectivement des producteurs d'informations brutes multiples. Comment est-ce que vous travaillez sur ces questions de scénarisation territoriale, à quelles échelles, de manière à donner aux utilisateurs qui en auront besoin des données, des informations pertinentes. En gros, pour ne pas laisser aux seuls utilisateurs comme moi la liberté totale de faire la petite carte dont ils pensent avoir besoin. Alors, c'est effectivement un des enjeux forts de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme aujourd'hui, puisque effectivement, on récolte à la fois beaucoup de données de nos partenaires extérieurs dans des domaines extrêmement variés, et on est nous-mêmes producteurs de très nombreuses données. Et le travail aujourd'hui qui nous attend, quand on parle d'open data, etc., qui a effectivement son sens, mais pour lequel il y a malgré tout une certaine vigilance à avoir, puisque la question, c'est certes mettre à disposition de la donnée, mais il faut que cette donnée derrière, elle soit utilisée de façon, je dirais, assez éclairée. Voilà. Et pas... et donc ça implique aussi d'avoir tout un travail de pédagogie autour de la donnée et de l'utilisation même de la donnée. Alors, si je reviens un petit peu en arrière, c'est vrai que nous, on a été créé en 1960 pour faire la planification de l'aménagement. Très vite, forcément, quand on dit planifier l'aménagement à l'échelle régionale et puis après à l'échelle des territoires, ça veut dire arriver à cerner les territoires, ça veut dire faire remonter de la connaissance, ça veut dire faire remonter de l'observation, à la fois sur les territoires, mais aussi sur les thématiques d'aménagement auxquelles sont confrontés ces territoires. Et ces thématiques d'aménagement, elles ne cessent de s'accroître. Donc le recueil de données en matière d'aménagement ne cesse de s'accroître, et de la donnée brute, on passe systématiquement à la donnée croisée, une fois, deux fois, trois fois, à des échelles diverses et variées. Donc l'exercice est effectivement extrêmement compliqué. Donc l'Institut, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, aujourd'hui c'est Cvisio notamment, avec 377 cartes, voilà, avec plus de 400 données disponibles, enfin accessibles, et une centaine de données qui sont vraiment disponibles. Voilà, on peut effectivement réutiliser à titre gratuit. C'est aussi parce que la complexité de l'aménagement fait que de la donnée brute seule n'a pas toujours son utilité. C'est aujourd'hui le développement incessant d'applications interactives, voilà, qui donne à voir, voilà, qui donne à voir quand on croise plusieurs thématiques, sur un territoire. Et ces applications interactives, elles ont aussi un objet fort de pédagogie, d'accompagnement de la donnée, en fait, qu'on met à disposition. Et puis c'est aussi du développement d'applications plus collaboratives, parce que on donne de la donnée, ou en tout cas on en traite et on la met à disposition. Mais nous aussi, aujourd'hui, on a besoin de se nourrir aussi de ce qui est fait par ailleurs. On voit bien qu'aujourd'hui, le nombre d'acteurs qui utilisent de la donnée pour faire des scénarios ou pour modéliser ne cesse de croître. Et nous, aujourd'hui, on met des objets en place pour pouvoir faire de l'appel du pied, en fait, à ces acteurs pour qu'ils nous fassent aussi remonter de la donnée ou de la méthode. Et puis, je dirais que la force de l'Institut, dans cette émission de la donnée, c'est de la donnée à toutes les échelles, effectivement. C'est de la donnée régionale, qui permet de faire du scénario d'aménagement et qui permet du coup parce qu'il nous a permis de construire le schéma directeur de la région Île-de-France, dont l'IAU a été maître d'œuvre. Là, pas question de parler de modèle, parce que entre l'imbrication des échelles, l'imbrication des temporalités, l'imbrication des thèmes, autant dire que si on voulait faire un modèle, on ferait exploser les machines. Donc on s'appuie comme les pas sur après des modèles plus sectoriels, mais on n'a rien de complètement intégré à l'échelle régionale. Et puis c'est de la donnée très 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 précise. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, on descend à l'échelle du bâti, hein, voilà. Alors, soit pour faire du modèle, et c'est tout, notamment autour de l'îlot de chaleur urbain, voilà. Soit pour faire plutôt de la simulation avec ce qu'on peut mettre à disposition en termes de 3D pour permettre d'analyser la densification, par exemple. Voilà. Et ce qui est important, au-delà de tout ce qu'on peut mettre, de la façon dont on peut nourrir ou dont on peut se nourrir, c'est surtout, je pense, le fait qu'à l'Institut, on capitalise ces données et on traite ces données depuis 30 ans. Et l'épaisseur historique de la donnée, elle est essentielle. Voilà. Elle permet, en aménagement du territoire, c'est ce qui nous permet d'absorber 30 ans, c'est à peu près ça peut être la durée de l'aménagement pour certains gros projets et notamment à l'échelle régionale. Et ça permet d'absorber les effets de cycle, les effets de rupture, les tendances, vraiment d'observer la tendance, d'observer l'évolution. Et puis donc, nous, c'est vraiment une force qu'on a, c'est de pouvoir introduire du coup toutes ces dimensions temporelles en fait dans nos projections. Merci. Donc vous avez travaillé, moi j'ai suivi ces travaux hein, sur le fameux SDRIF et tous ces développements. Donc vous avez insisté là sur le fait que vous avez également des données à l'échelle très proche, très petite. Hein. Donc je me tourne vers Vincent pour l'interroger sur la manière dont les approches de modélisation à des échelles très fines, hein, sur lesquelles vous travaillez, peuvent utiliser des données qui sont produites à une plus grande échelle. Comment est-ce que vous passez finalement de l'un à l'autre au niveau d'une entreprise ? Bon, alors déjà, je vais essayer de ne pas être redondant avec tout ce qui a pu être dit dans la session précédente et également par nos deux intervenants tout de suite. Donc, je vais essayer de me frayer une voie là-dedans. Je voudrais d'abord peut-être revenir sur la question des données de manière plus générale. Ce qu'on nous a montré ce matin, on voit qu'il y a une expertise de modélisation qui est extrêmement importante. Et quand on parle de modélisation, en tout cas les gens qui sont peut-être non praticiens au quotidien, pensent surtout aux modèles, aux solutions logicielles, aux algorithmes, etc. Et oublient quelque chose dont on a parlé, qui est la question de la donnée. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est pas tant la modélisation qui est le facteur limitant, plutôt que la donnée. Donc, partant de ce constat-là qui a déjà été dit un petit peu ce matin, il faut, je pense, qu'on adapte les outils de modélisation aux données qui sont disponibles dans les contraintes budgétaires qui sont celles des collectivités. Donc ce matin, on a vu des Rolls-Royce, des restaurants étoilés. C'est pas le quotidien des collectivités, c'est pas le quotidien des aménageurs. Malheureusement, on peut le regretter. Tout le monde aimerait manger étoilé tous les jours, mais parfois il faut savoir manger des pâtes, surtout en ce moment pour les collectivités. Partant de ce constat-là, il y a un deuxième constat qui peut être fait, c'est la question du partage et de l'échange de données entre les maîtres d'ouvrage ou sur les territoires. C'est compliqué, je pense que l'EPA Sénart pourra en témoigner, et on a déjà témoigné. Il y a un problème de fluidité dans les données. Alors heureusement, on a des acteurs comme l'IAU qui facilitent la tâche. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une évolution de ces données qui doit être intégrée dans nos outils de modélisation. Alors on a parlé de données en temps réel, d'open source, de crowdsourcing, de big data. Tout ça, c'est des choses qui doivent être intégrées, mais en gardant à l'idée que le modèle, c'est pas la fin. Vous nous avez décrit comme des producteurs de modèles. On est avant tout des producteurs de services. C'est un modèle pour un modèle. C'est pas forcément utile. Alors sur la donnée temps réel, on est capable d'intégrer de la donnée temps réel. On l'a fait avec Météo France, les données de Météo France dans un outil qui s'appelle Prévilo. On intègre des lames d'eau dans des modèles hydrauliques qui va permettre d'anticiper et de donner des alertes aux collectivités sur les débordements des réseaux, de conseiller des actions. Donc la finalité, et ce que voit la collectivité derrière, c'est l'alerte, la préconisation d'action. C'est pas le modèle. Le modèle, quelque part, il s'en moque un petit peu. Alors la donnée temps réel, elle est extrêmement importante, elle a de la valeur ajoutée dans l'exploitation des systèmes. Pour la planification qui nous intéresse aujourd'hui, finalement, cette caractéristique temps réel, bon, elle nous intéresse assez peu, quoi. Enfin, c'était la question tout à l'heure du différentiel de pas de temps entre la décision publique, politique, on va dire, et le temps réel. Il y a une distanciation entre les deux et c'est un peu normal. On n'est pas pressé quand on fait de la planification et on n'est pas obligé d'avoir du temps réel pour asseoir les décisions. Alors,
Partant de ce constat-là, je voudrais revenir sur cette question des échelles, donc votre question initiale, Florence. Aujourd'hui, on a des données qui sont produites à différentes échelles, alors des échelles nationales, régionales, des échelles communales, des échelles infracommunales, des échelles bâtiments. Pour faire simple, c'est en tout cas les données que nous utilisons pour nos services associés à la ville durable. Il y a des injonctions qui sont faites auprès des territoires sur les questions climatiques, ça a été évoqué tout à l'heure, typiquement le facteur 4. Comment on opérationnalise ça sur un territoire? Alors on peut se poser la question de le facteur 4 sur mon territoire, à l'échelle de mon territoire. Oui, mais une fois que je veux descendre dans des choses plus concrètes, comment je le mets en place pour de la réfection du bâti, pour du changement, je vais passer du fuel au chauffage gaz par exemple pour éviter les émissions de gaz à effet de serre. Où sont mes leviers d'action? Comment j'identifie ces leviers d'action? Et donc là, on va opérer un jeu, on va dire, de focale. On va préciser la focale en descendant en échelle, en allant chercher des données à l'échelle, par exemple, des iris, à l'échelle du bâtiment, qui sont des données qu'on a à disposition. Sur la question ensuite de ce que j'évoquais tout à l'heure sur la fluidité des données, on a des problèmes d'échange de données, puis on a des problèmes de compétences des collectivités également pour l'acquisition de ces données. On a des collectivités ou des donneurs d'ordre, typiquement les EPA, qui n'ont pas de compétences sur des éléments fondamentaux dans la construction des villes, à savoir les réseaux énergétiques, les services d'énergie, l'eau, les déchets, les transports. Un EPA, mais c'est vrai pour d'autres types d'acteurs territoriaux, ne dispose pas nécessairement de ces données et donc a des difficultés à aller chercher ces données. Et donc là, nous, le parti pris qu'on a pris, c'est de se dire il faut qu'on s'adapte vraiment stricto sensus à la donnée dont on dispose pour commencer à construire des outils de modélisation et parfois des outils de modélisation sans modélisation, comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de choses en dur derrière des modèles physiques complexes et qui vont permettre quand même de dire quelque chose sur la planification. Alors ça peut être des données open source, notamment produites par l'IAU, mais il y a d'autres genres, donc on a parlé de l'IGN, l'INSEE, etc. etc. Il y a également les données qui sont produites par des acteurs des projets d'aménagement. Et donc là, on va aussi se tourner vers les architectes urbanistes qui produisent de la donnée à l'échelle du bâtiment, puisqu'ils font des plans masse, ils font des bâtiments. Et donc, on s'est dit aussi qu'il fallait qu'on intègre ces données. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle Syracuse, qui est cofinancé par l'ANR et soutenu par le pôle de compétitivité Advancity. Et donc, on travaille avec l'EPA Plaine de France sur la déclinaison opérationnelle de leur stratégie RSE. Ils ont des injonctions type facteur 4, type il faut que je réduise ma consommation en eau. Donc ils ont en tête des solutions techniques, potentiellement, de la récupération d'eau de pluie typiquement. Et donc nous, on va intégrer les données des architectes urbanistes pour définir îlot par îlot et donc faire ce travail de descente d'échelle pour identifier les îlots les plus pertinents pour tout un tas de solutions techniques décentralisées. Ça, c'est un premier point. Mais on va également monter en échelle pour faire interagir le projet d'aménagement avec son environnement. On n'a pas envie d'avoir une ZAC qui fonctionne en vase clos, il faut qu'elle puisse être intégrée à son environnement. Et donc, on va aller chercher des données qui proviennent de l'extérieur, on va les intégrer pour aller étudier des scénarios de mutualisation d'équipements, de mutualisation de flux énergétiques, par exemple, de solutions pour le traitement des déchets à une échelle plus large et avec d'autres types d'acteurs. Et donc derrière aussi, il y a la question de la gouvernance des territoires qui émerge. Voilà. Merci. Alors justement, vous abordez donc la question vous avez montré que vous travaillez déjà en lien avec les maîtres d'ouvrage et les aménageurs. Je vais revenir un peu sur cette relation et l'aide que peut apporter la modélisation dans des cas très concrets. Alors il y a un sujet qui me tient à cœur depuis quelques années, certains le savent sans doute, c'est celui du Grand Paris. Nouveau ou pas, toujours est-il qu'il y a des années qu'on a travaillé dessus, et en particulier un sujet auquel je m'intéresse toujours, qui est celui de la gestion des chantiers. Parce qu'on oublie quand même de temps en temps que pour pouvoir construire la ville, quel que soit le niveau, la qualité de la planification qu'on fait, à un moment, il faut juste faire des travaux. Il faut faire des travaux qui vont éventrer la ville, parce qu'on aura dévoyé les réseaux, et qui vont donc gêner des gens. Et c'est là qu'on se trouve en interface, point qui a été abordé tout à l'heure, avec la crainte que peut éprouver un élu. Parce que des travaux qui dérapent, qui embêtent les riverains, c'est d'abord des risques de dépassement, d'arrêt de chantier, de coûts induits.
Et puis les gens qui se plaignent, en général, de temps en temps, quand il faut voter, un peu plus tard, ils se souviennent qu'ils ont été mécontents. Et comme les travaux qu'on conduit généralement ne sont pas des travaux sur 3 semaines, ça peut avoir des impacts compte tenu du temps politique qui est finalement beaucoup plus court que le temps de la planification. Donc dites-nous, Pascal, puisque vous avez une expérience très précise en la matière, dites-nous comment la modélisation pourrait permettre d'avoir, dans le cadre des chantiers du Grand Paris notamment, une gestion anticipée de ces chantiers, puisque je sais que vous avez déjà développé ce genre d'outils et que vous expérimentez, je ne sais même plus si c'est de l'expérimentation, c'est du travail en vraie grandeur, un tout petit peu plus loin que le Grand Paris, mais je pense que c'est un peu transposable. C'est complètement transposable. Et en effet, on a même déjà commencé à travailler sur le Grand Paris. Je reviendrai après là-dessus. Alors, pour répondre de manière très très précise sur votre question, est-ce que effectivement on sait modéliser et prévoir et anticiper les effets d'un chantier? La réponse est bien entendu oui. Vous n'attendiez pas autre chose, je pense. Et donc, l'illustration que je vais vous donner, c'est un cas qu'on est en train de travailler. Donc, on n'a pas les sortants, et c'est bien pour cela que je ne vous montrerai rien. Mais on a aujourd'hui une mission pour la principauté de Monaco, donc territoire qui a ses contraintes et qui, aujourd'hui, sur 200 hectares, va connaître 60 chantiers. 60 chantiers dans les 5 ans à venir. Donc la question que s'est posée la principauté, ça a été de savoir quel impact sur la vie locale et en l'occurrence sur la circulation à l'horizon 2020. On a pris cette mission, je dirais, de manière très ouverte, c'est-à-dire que les données d'entrée, en l'occurrence, étaient très disparates et de même, les retours d'expérience en matière de génération de flux par des chantiers n'ont pas de base de données précise aujourd'hui. Donc on l'a constituée. L'approche qu'on a mise en œuvre est relativement classique en termes de phasage. On a une première phase où on va faire l'état des lieux et donc c'est là où là on se retrouve ces petites manches. On va chercher les données auprès de tous les acteurs qui vont piloter ces chantiers, que ce soit au niveau de la maîtrise d'ouvrage mais aussi des entreprises. Les 60 chantiers ont été cartographiés. Chaque chantier a fait l'objet d'une fiche qui détaille, outre la nature et la localisation du chantier, et ses caractéristiques. Donc le délai, le planning, est-ce que les études ont été réalisées, est-ce que les dossiers de consultation sont réalisés, est-ce que les marchés sont lancés. Et on a qualifié le niveau de fiabilité de ces prévisions. C'est-à-dire que un planning qui est adossé effectivement à une série d'études solides peut être qualifié de très fiable. À l'inverse, effectivement, on a des chantiers qui sont aujourd'hui au stade d'études, donc qui ont un niveau de fiabilité dans leurs prévisions plus faible. À partir de là, on arrive à générer, au travers de la surface du chantier et des différentes phases, démolition, construction, les finitions, etc., un volume de poids lourds qui va être effectivement différent selon les phases du chantier. On ajoute à cela un volume d'actifs, puisque les chantiers, pour les faire tourner, il faut bien sûr des salariés. Et donc tout ça nous donne l'impact du chantier cartographié de manière spatio-temporelle. Spatiale parce qu'effectivement on l'adosse à un modèle d'affectation, et temporelle tout simplement parce que le chantier a été décomposé mois par mois depuis effectivement 2015 jusqu'à 2020. Et donc, en termes de sortants, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a généré une base de données complète pour le maître d'ouvrage, qui est un outil de pilotage et qui lui permet soit de zoomer sur une opération, soit d'avoir une vision globale de ces chantiers, en ayant les effets cumulés. On a par ailleurs, effectivement, du coup, un outil d'aide à la décision, mais aussi de dialogue avec les parties prenantes, pour que les entreprises optimisent leur process, pour que dans les dossiers de consultation, on puisse injecter effectivement des prescriptions pour prévenir certains débordements qu'on pourrait voir. Et aujourd'hui, on est dans les préconisations
ou parmi lesquels on a bien sûr la mise en place d'un coordinateur général pour piloter ces 60 chantiers, pour avoir la vision globale et pour dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes, mais aussi des mesures très pratico-pratiques qui sont liées à des caractéristiques de la principauté. Par exemple, les poids lourds ne peuvent pas circuler avant 8 heures. Donc l'idée a été de dire, bon, si on veut lisser l'hyperpointe, il faudrait que certains camions puissent accéder au chantier un peu avant. Donc des mesures qui sont d'abord du bon sens, mais qui nécessitent de faire évoluer la réglementation. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps ou si vous allez me frapper, mais... Je ne lève pas mon micro, c'est bon. Ok. Ensuite, autre mesure intéressante, c'est de se poser la question de mutualiser ces 60 chantiers. C'est-à-dire qu'on a des bases logistiques qu'on peut créer qui vont concerner plusieurs chantiers pilotés par des entreprises différentes. Mais là, pour le bien de la collectivité, il peut être important de faire ce type d'action. Donc là, c'est le travail en cours. Et donc, très clairement, là, on a développé un outil qu'on va maintenant développer, puisqu'on a une commande du Conseil départemental des Hauts-de-Seine sur les impacts du projet, des projets du Grand Paris, qu'on n'a pas commencé. Et donc, on vous dira ça plus tard. Je voudrais dézoomer très légèrement, si j'ai encore quelques secondes ou quelques minutes. C'est que c'est un outil relativement, je dirais, artisanal qu'on a mis en place, mais en même temps, l'artisanat, ça a du bon parce que c'est robuste, du coup. C'est robuste parce que c'est un fichier Excel bien bâti, et effectivement, c'est quelque chose qu'on peut dupliquer de manière assez simple. Il y a malgré tout la bascule sur le fait de l'implémenter sur un modèle multimodal, et en l'occurrence en Ile-de-France, il y a le modèle de la DRIEA sur lequel on travaille et sur lequel on va implémenter justement ces données d'entrée. Et il y a surtout, à mon avis, une question de méthode. Et c'est une méthode que nous, on affectionne particulièrement chez Egis, qui a été co-construite notamment avec Advanced City. C'est la méthode des chantiers furtifs, qui est une démarche avant tout, qui est une démarche et de bon sens, et qui permet de voir le projet, je dirais, à 360 degrés au niveau de ses impacts et sur l'environnement et sur la fonctionnalité d'une voirie, etc. Et donc, cette démarche, on la porte également. Et pour nous, l'outil qu'on a développé fait partie intégrante je dirais de la batterie d'outils disponibles pour conduire une telle démarche. Merci de m'avoir saboté ma transition. Non, justement, je rebondis parce que c'est ce qui montre bien qu'on est parfaitement en phase. D'abord, pour rappeler qu'Egis est effectivement en charge de pas mal de travaux pour la Société du Grand Paris. J'ai moi-même eu le plaisir d'attribuer des marchés à Egis à l'époque où j'y travaillais. Et puis justement, je voulais rebondir sur le fait que ça fait longtemps déjà que ces réflexions ont démarré. Alors moi, j'aime pas chantier furtif parce qu'un chantier, c'est jamais furtif. Ça se voit de toute façon. Hein. Mais Furet est effectivement un projet qui avait été financé et sur lequel des développements continuent. Et nous-mêmes, on essaye au niveau d'Advanced City de pouvoir promouvoir cette démarche de gestion des chantiers. Alors vous êtes impliqués en tant qu'Egis sur le département des Hauts-de-Seine. Nous travaillons à Advanced City à essayer de promouvoir cette démarche du chantier que je préfère appeler réversible au niveau de la communauté d'agglomération de Clichy-Montfermeil, qui va quand même dans les années à venir être pas mal impactée avec un programme de renouvellement urbain extrêmement ambitieux, et puis surtout l'arrivée du T4 et après, ultérieurement, l'arrivée de la gare de la ligne 16 du Grand Paris Express. Hein, donc c'est vraiment des sujets, et du coup j'arrive à l'étape suivante, mais d'après ce que vous venez de nous expliquer, je pense que on n'y est pas encore forcément tout à fait, mais j'imagine que vous y travaillez et vous allez nous dire ce que vous faites à ce sujet. Comment ensuite, une fois que de manière artisanale, moi je dirais de manière de bon sens, hein, vous avez construit ce cheminement qui amène des premières réflexions de Furet, de cette méthode, ensuite à des outils que vous appliquez très concrètement à une zone très contrainte qu'est Monaco. Comment ensuite vous allez vous mettre en capacité de mesurer que les bénéfices attendus sont bien au rendez-vous? C'est-à-dire que je suis déjà à la phase suivante, et j'imagine que vous avez commencé à réfléchir là-dessus. Oui. On a commencé à réfléchir, mais je n'ai pas la réponse à votre question, et je vais essayer d'y répondre, mais de manière plutôt détournée. C'est-à-dire que on est bien d'accord que tous ces outils doivent nous servir à choisir et à choisir parmi différentes options. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a construit
le tendanciel, ce qu'on appelle le fil de l'eau classiquement, c'est de se dire, soit les problèmes qu'on constate, on les assume tels quels et on n'en fait rien, soit on fait des scénarios et on les simule avec différents outils, que ce soit effectivement du calcul ou de la simulation dynamique qui a effectivement le vent en poupe, parce que c'est vrai que ça fait un peu SimCity, c'est un dessin animé, et puis c'est un bel outil pédagogique. Et donc, à partir de là, on a des indicateurs pour évaluer les impacts et les risques. Aujourd'hui, on n'a pas défini par rapport à ces bénéfices les indicateurs qu'on allait retenir, parce que j'aurais tendance à dire que c'est propre à chaque territoire. Un projet va générer des bénéfices si on s'en réfère à des missions qu'on a aujourd'hui relativement normées d'élaboration de bilans socio-économiques. Les bénéfices pour la collectivité sont effectivement retraduits en taux de rentabilité interne, en bienfaits sociaux, etc. Je vous passe les détails. Mais l'idée là, c'est plutôt de dire aujourd'hui, que veut faire la collectivité des outils qu'on peut leur mettre à disposition. Et on est bien dans cette démarche-là, c'est-à-dire que on est d'abord dans l'écoute des besoins et pour apporter une solution sur mesure. Et j'aurais tendance à dire de manière un petit peu générale, aujourd'hui, pour un maître d'ouvrage, pour moi, je vois l'outil de modélisation d'abord comme un vrai outil de dialogue pour mettre tous les acteurs sur un même pied d'égalité et de faire des choix qui seront assumés par la suite. Parce que, comme vous le dites vous-même, les chantiers qu'on mène ont vocation quand même à durer un certain temps. Et même si on peut le dire sur le ton de la boutade, la mesure finalement, est-ce que c'est pas la réélection ou voilà la mesure ultime, j'aurais tendance à dire, mais on peut y arriver effectivement en déployant ces outils qui nous permettent d'avoir des indicateurs. On peut aussi avoir des indicateurs d'économie, parce que effectivement un chantier optimisé, c'est un chantier qui va générer des économies pour toutes les entreprises de l'écosystème. En termes de bénéfices, moi, ce que je vois également, c'est la capacité de ces outils à appeler l'innovation. C'est-à-dire que face à un problème, soit on a des solutions qui sont relativement de bon sens et qu'on peut déployer, mais c'est aussi des vrais challenges pour dire, finalement, est-ce qu'on peut faire mieux avec moins d'argent? Parce que c'est un peu la problématique d'aujourd'hui qu'on vit. Et je rejoins complètement Vincent Lenouvel. Nous, on mange beaucoup de pâtes en ce moment. Et beaucoup de pâtes parce que, justement, on est des coureurs de fond et on a besoin de réinventer le métier de l'ingénierie. Et on est aujourd'hui sur des solutions, je dirais, qui travaillent beaucoup sur le temps et moins sur l'aménagement. Et travailler sur le temps, ça coûte un peu moins d'argent. Quand je dis travailler sur le temps, pour être très concret, c'est comment est-ce que sur un même espace, je peux faire passer plus de flux, comment sur un même espace, je peux multiplier les usages qui sont affectés par rapport à aujourd'hui. Et donc là je digresse un petit peu. Et puis enfin, par rapport aux bénéfices, moi je pense que c'est également une autre image des travaux publics qu'on peut donner au travers justement de chantiers maîtrisés. Parce que le chantier maîtrisé permet d'avoir toute une scénarisation autour. Je veux dire, c'est un moment de la ville. Plutôt que de le vivre comme un handicap, on peut le vivre comme, effectivement, on peut le théâtraliser. Et c'est vrai que en termes d'acceptabilité, ça nous paraît fondamental. Donc voilà ce que je peux évoquer sur l'aspect bénéfice. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais en tout cas, j'ai essayé. Le but n'est pas de bien répondre ou mal répondre, mais enfin, je pense que c'est justement de susciter ensuite les questions. Il y aura des questions au terme de vos interventions, bien entendu. En tout cas, c'est extrêmement intéressant justement de dresser ces pistes. Et là-dessus, moi, je ne peux qu'être sensible au fait que tout cela développe nos capacités d'innovation. Donc moi, je me félicite déjà de penser qu'au FUI 22, j'aurai encore plus de projets que j'en ai déjà au FUI 21. En tout cas, c'est important de travailler sur la durée.
Mais ce qui me ramène, puisqu'on était sur le Grand Paris, un peu alors vers un territoire qui s'est souvent plaint de ne pas être dans le Grand Paris, qui est le territoire Seine-et-Marnais, en tout cas le PA de Sénart, avec lequel il est vrai à l'époque on a moins travaillé. Donc, Julien, vous avez également cette problématique d'aménagement, alors à une échelle d'un territoire beaucoup plus vaste que celui d'un chantier qu'on va dire circonscrit, même s'il peut y en avoir plusieurs en même temps. Comment est-ce que vous utilisez finalement, ou qu'est-ce que vous pensez que peuvent être les apports de la modélisation pour les chantiers, pour d'autres sujets qui sont les vôtres, pour maîtriser les problématiques que vous rencontrez à l'échelle globale de tous les projets d'aménagement que vous avez à gérer? Et je crois que vous allez nous donner quelques exemples pour nous montrer la diversité de vos champs d'action. Oui, donc nous, à l'échelle de la ville nouvelle, c'est une entité, Sénart, c'est grand comme Paris et le Bois de Boulogne, donc ça fait 10 km à peu près sur 10. Donc on appréhende, un peu à dire d'expert, l'ensemble de la ville nouvelle. Après, on rentre dans de la modélisation sur des objets de tailles diverses. Donc on a fait de la modélisation, alors avec des modèles plus ou moins sophistiqués, des fois des simples fichiers Excel, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Mais par exemple sur l'arrivée du TZN, donc le bus à haut niveau de service 2, qui va arriver entre Sénart et rejoindre Melun, une charte aménagement transport où il y a eu tout un travail de réflexion et de modélisation des interactions entre le système de transport et les projets d'aménagement et toutes les questions de rabattement et de favoriser les modes doux de transport grâce à cette nouvelle infrastructure et permettre de densifier la ville autour d'un transport en commun performant dans la ville nouvelle. Donc là, on a eu un exercice de modélisation des interactions aménagement-transport qui a été fructueux et qui nous permet maintenant d'anticiper dans les projets de ZAC une vraie densification des projets et d'accueillir des populations aussi un peu différentes parce qu'elles seront raccordées au transport en commun. Donc ça influence aussi, on anticipe des changements de la sociologie des personnes à Sénart. Après, on a une étude un peu, toujours dans ce domaine des transports, on est allé plus loin avec un système intégré de transport, une réflexion qu'on a engagée de manière partenariale avec un bureau d'études qui nous accompagne pour réfléchir sur, vraiment à l'échelle de la ville nouvelle, penser le système de transport pour limiter l'usage de la voiture individuelle, à la fois pour des questions d'occupation de l'espace, de réduction de la pollution, d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de réduction des polluants au niveau local et développer la pratique du vélo. Donc là, on a différents groupes. Advancity fait d'ailleurs partie de notre groupe de réflexion et on va arriver à un modèle de système intégré, un scénario et différentes fiches d'action qu'on pourra mettre en œuvre soit par l'EPA et par les collectivités. Ensuite aussi par rapport à d'autres projets, donc les écoquartiers font partie de nos réflexions. On en a qui sont labellisés écoquartiers, à Lieu-Saint notamment. Donc là on a une approche intégrée du développement de la ville qu'on met en place. Sur des quartiers là en développement neuf, on a aussi des projets en renouvellement urbain qui se développent et à la fois sur du bâti ancien, ou du bâti des années 70, où on développe des approches intégrées de modélisation, où on prend en compte les différentes composantes de la ville pour rentrer dans des propositions avec la collectivité et vis-à-vis aussi des promoteurs pour leur donner une visibilité sur les projets qu'on est en train de construire. Une autre étude importante qu'on fait, c'est sur le Carré Sénart. Donc le Carré Sénart, c'est un espace emblématique de Sénart. Ça fait 1,2 km sur 1,2 km, un grand espace, qui a un centre commercial, d'autres commerces, des restaurants et puis un peu de bureaux. Une des questions la ZAC prévoit le développement de logements. Ça n'a pas encore vraiment commencé. Donc la question, c'est comment on anticipe cette développement de logement, comment on l'accompagne et comment on l'inscrit dans une logique du développement durable. Donc là, on travaille avec dans ce cabinet de Villers pour réfléchir sur un modèle intégré au niveau de Sénart et repenser le modèle urbain à cette échelle et du rôle du Carré Sénart dans son interaction avec l'ensemble de la ville nouvelle et plus largement sur la grande intercommunalité, dans la perspective aussi des évolutions de l'intercommunalité du Grand Paris
qui vont se faire au 1er janvier 2016 avec le rapprochement avec Évry et Corbeil. Donc ça, voilà, quelques zooms. Après, un des éléments emblématiques et très forts pour Sénart, c'est le développement du cluster innovation logistique qui a été inscrit dans le contrat de développement territorial signé en 2013, qui a fait l'objet d'un travail important. Donc là, on est vraiment sur une logique de modèle économique de développement sur la base du cluster, donc de mise en relation de l'ensemble des acteurs locaux du domaine public, enfin collectivités, EPA, les acteurs privés, que ce soit des transporteurs ou des laboratoires de recherche, enfin des innovateurs, et tout le milieu universitaire et les porteurs d'innovation que sont les pôles de compétitivité, Novalog et Advancity encore, avec qui on travaille main dans la main sur ce projet. Donc sur ce modèle économique à l'échelle vraiment de la ville nouvelle, c'est définir dans un premier temps les acteurs en présence, donc avoir cette identification des acteurs, ensuite définir des objets, enfin des axes stratégiques d'action. Donc il y a eu un travail qui a été fait, des groupes de travail qui sont mis en place au travers de 3 orientations principales que sont les entrepôts logistiques du futur, définir les éléments et optimiser le fonctionnement des entrepôts. Parler de la plateforme logistique du futur, la plateforme logistique, c'est l'ensemble de la ville nouvelle, pas seulement et vraiment les interactions de tous les acteurs à cette échelle, de mutualisation sur les moyens de ressources humaines, les moyens de support, d'innovation, de formation. Donc réfléchir à cette échelle de la ville nouvelle, comment la logistique s'intègre là-dedans et permet aussi d'avoir de la desserte de logistique urbaine de proximité. Et finalement, toutes les questions en 3e axe stratégique de mutualisation des flux. Donc il y a un travail sur ces 3 axes de modélisation, avoir identifié les acteurs et après favoriser les interactions entre les acteurs du territoire sur ces axes pour améliorer les connaissances et créer de la dynamique et de l'intelligence collective. Donc là, on a eu tout un travail depuis plus d'1 an. Et au 1er octobre, donc vraiment demain, enfin la semaine prochaine, on organise les premières assises de l'innovation logistique à Sénart, auxquelles vous êtes invités. Enfin, on voit, assises de l'innovation logistique, on le trouve facilement sur Internet. Donc je peux vous donner des renseignements pour que vous puissiez y participer. Je pense que c'est vraiment important de poursuivre cette réflexion qu'on met au niveau de Sénart et cette logique de cluster qui s'étende vraiment à aux différentes échelles du territoire et notamment avec l'ensemble des participants. Donc, et là encore, Advancity a été un des partenaires très importants de cette démarche. Et sur cette démarche, qu'on peut voir comme un peu théorique sur la démarche de cluster, on avait le parc logistique de l'A5, qui est le dernier grand parc de logistique qu'on commercialise, qu'on avait mis en commercialisation depuis 5 ans à peu près. Rien ne bougeait. Alors, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer. Mais là, on a une dynamique de commercialisation qui s'est accélérée en 1 an. Donc, on voit que cette dynamique des clusters crée de la confiance, crée aussi une force entre les acteurs, et on voit qu'il y a des conséquences économiques immédiates. Merci. Alors, vous avez utilisé à plusieurs reprises le mot d'échelle, et c'est effectivement l'enjeu. L'exemple de la logistique est excellent, puisque la logistique ne peut pas se raisonner seulement à l'échelle d'un territoire, mais doit se raisonner à l'échelle de la métropole tout entière. Et là, je me permets de parler un peu au titre de la présidente du comité stratégique transport et logistique de l'AFNOR, qui est un sujet qui m'intéresse, en plus des déblais de chantier. Donc j'ai envie de me retourner du coup vers Sandrine. Dès lors qu'on parle d'échelle, comment est-ce que vous faites à l'Institut pour garantir la cohérence entre aux différentes échelles des données que vous produisez? Pouvez-vous nous dire comment vous arrivez à vous dépatouiller un peu de la difficulté d'avoir une interopérabilité entre toutes ces données, ces approches et ces données produites, le but quand même étant de fournir aux gens qui en ont besoin des données fiables. On a insisté tout à l'heure au début de l'entretien à la nécessité d'avoir des données fiables à la base, puisque ce que les modèles vont sortir in fine ne sera que le résultat après avoir mouliné de données d'entrée. Alors, d'abord, je voudrais juste évoquer le fait que alors, je suis juriste de formation, donc vous imaginez le grand écart pour moi, voilà. Et la découverte que ça a été au travers de la planification, en fait, de prendre conscience que finalement, on n'a jamais la bonne donnée.
Voilà. Donc jamais, c'est assez classique. Nous n'avons jamais la bonne donnée. Donc c'est un peu la course en permanence, la course en avant pour créer la bonne donnée qui va bien avec la bonne temporalité, les bons acteurs, etc. Or, effectivement, comme on n'en est pas encore tout à fait à manger des pâtes, mais que les temps sont durs pour tout le monde, aujourd'hui, on essaye de réfléchir un peu différemment et de se dire... c'est plutôt effectivement la mise en cohérence de l'ensemble des données dont on dispose à toutes les échelles qu'il faut réfléchir, à leur mutualisation quelque part et à la façon de pouvoir du coup peut-être combiner l'existant avant d'inventer toujours quelque chose de nouveau qui ira bien mais qui est systématiquement très dépendant de la commande. Alors cette cohérence, cette mutualisation ou en tout cas cette réflexion un peu collective, on a plusieurs biais en fait pour l'aborder. Le premier élément, c'est le fait que on travaille avec de nombreux partenaires, voilà, pour réfléchir ensemble, mettre déjà sur la table tout ce dont on dispose, et puis réfléchir ensemble effectivement à comment on assure la cohérence. Quelle est la validité quelque part d'une donnée et à quelle échelle? Parce que nous, on s'aperçoit, on a des tas de données à l'échelle la plus fine possible, mais la restituer à ces échelles-là n'a parfois aucun sens pour les territoires. Donc il faut au contraire faire le tri de ce qu'on met pour donner la bonne donnée à la bonne échelle. Donc c'est d'abord tous ces acteurs qu'on met autour de la table avec lesquels on réfléchit, pour voir ce dont on dispose, mais aussi pour prendre conscience collectivement de là où on a des écarts, pour essayer de réduire ces écarts, voire de faire en sorte peut-être un jour on partira tous des mêmes référentiels, mais au moins la première étape, c'est de partager ces référentiels, d'identifier là où on a effectivement des écarts. Voilà. Et du coup, de comprendre pourquoi on a ces écarts et qu'est-ce qu'on en fait ensuite. Le deuxième moyen, je dirais, de tendre vers le plus de cohérence possible, c'est que la donnée, elle nécessite en fait d'être travaillée avec plusieurs profils, plusieurs métiers. À l'Institut, systématiquement, si on travaille la donnée d'une façon très technique, en fonction d'une thématique précise, on la travaille aussi systématiquement dans son inscription géographique. Voilà, c'est vraiment la rencontre de ces profils, de ces métiers, de ces approches qui fait que la donnée, elle a du sens pour un territoire et pour une thématique. Je vais prendre... alors, là aussi, où je dirais, je vais revenir sur cette idée de... le fait aussi d'avoir 30 ans un peu d'expérience de la donnée, d'observation de la donnée derrière nous, c'est que, bien entendu, du coup, ça contribue très fortement à la cohérence. Je veux dire, voilà, quand on suit des dispositifs depuis 30 ans, qu'on a été capable de voir comment ils ont évolué et pourquoi ils ont évolué, forcément... ça induit, et qu'en plus on a eu à les appliquer à différentes échelles territoriales en 30 ans, forcément, et heureusement, ça y met, ça met de la cohérence dans l'exercice. Je vais vous donner un exemple très précis de ce que l'Institut aujourd'hui conduit pour essayer de donner de la cohérence ou en tout cas de montrer comment l'utilisation d'une donnée, elle a un sens en fait en fonction d'un territoire. On a construit ce qu'on appelle le référentiel territorial du SDRIF, c'est-à-dire que c'est une application qui permet via une entrée territoriale à toutes les échelles, de la commune à l'échelle régionale. Via cette entrée territoriale, on interroge le contenu du schéma directeur de la région Île-de-France, et notamment dans tous ces éléments cartographiques ou tous ces éléments quantitatifs. On a fait le choix, en fait, même si on travaille à une base communale et ensuite on agrège finalement la donnée selon les échelles, on a fait le choix, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, de ne restituer certaines données qu'à l'échelle la plus pertinente.
par exemple, si on parle d'équilibre emploi-logement, on considère à l'Institut que ça a peu de sens, notamment au regard de l'application du schéma directeur. C'est toujours ça l'objet de référence. Ça a peu de sens de l'évoquer à l'échelle de la commune. Donc, en fait, on ne donne l'information qu'à un niveau plutôt intercommunal. Voilà. La cohérence, ça passe aussi pour nous par le fait de renseigner la donnée qu'on met à disposition. C'est-à-dire que chaque donnée a une petite fiche d'identité où on rappelle sa source. Ça paraît basique, mais quand ensuite il y a des discussions de mise en œuvre derrière concrètes pour la réalisation de projets, c'est assez essentiel. On met la source, on met la date de la mise à jour, parce que voilà, c'est une des grosses questions de la cohérence de la donnée, c'est la mise à jour. Et puis, sa définition, parce que tout le monde n'est pas omniscient, voilà. Et la méthode, comment on a construit cette donnée. Puisque l'idée derrière, c'est de sortir du débat du chiffre, alors pas pour rentrer dans un débat de méthode, mais pour avoir des éléments de langage communs par rapport à la création même de la donnée et l'objectif poursuivi par la donnée, puisque là aussi, dans cet outil, ce qu'on cherche à faire, c'est de mettre la donnée en relation avec le contexte de sa création. Pourquoi on a choisi cette donnée par rapport à tel objectif? C'est bien c'est comme ça qu'elle prend son sens et qu'elle devient cohérente, en tout cas qu'on en fait une application cohérente. Alors, après, sur la question de la cohérence, il y a quelque chose d'assez technique qui doit se mettre en place avec une région qui doit être leader en fait en matière de plateforme, de l'information géographique. Alors pour le moment, la place de l'IAU là-dedans n'est pas encore définie. C'est des choses qu'on travaille, voilà. Donc ça, c'est très très concret, je ne sais pas, mais enfin en tout cas, ça va dans le sens de tout ce qui est évoqué d'une mise à disposition de la donnée, mais il faudra lui donner un sens. Voilà, c'est pas, à mon sens, c'est pas une plateforme pour déverser l'ensemble des données dont chaque institution dispose, puisque dans ce cas-là, c'est trop d'informations tue l'information. Donc voilà, donc trop de données tue la donnée. Et alors, donc plus globalement, moi, ce que je voudrais dire par rapport à cette cohérence de la donnée et à cette fiabilité de la donnée, c'est mais ça a été déjà dit à plusieurs reprises, mais j'y tiens, alors je le répète. La donnée, elle peut être fiable, mais c'est pas une fin en soi. Voilà. Pour moi, l'intérêt de la donnée, c'est de pouvoir derrière induire de la discussion, de l'échange. Elle n'a de sens que si elle est étayée par de l'étude, par de l'expertise thématique, par de l'expertise territoriale. Et donc, je pense qu'on ne peut pas tout lui faire porter. Si je ramène ça au principe de la planification, et notamment de la planification régionale, mais ça vaut pour d'autres échelles, planifier, c'est du long terme et c'est du vivant. Du vivant, c'est de l'humain, mais c'est aussi du politique, comme on l'a évoqué. Et ça, c'est pas quantifiable, c'est pas modélisable, en tout cas pas dans toutes les dimensions. Et voilà. Et du coup, juste pour terminer, j'ai vu que vous avez levé le micro. J'ai compris que lever le micro, c'était le. Voilà. C'est donc, c'est pas une fin en soi. Et quand on l'a, c'est bien, mais il faut la suivre. Il faut la suivre dans le temps, voilà, de façon à pouvoir, la rectifier le tir si c'est nécessaire. Merci. Donc, en vous écoutant tous et avant d'arriver bientôt à la conclusion de ces entretiens, il y a énormément de données. C'est compliqué. Il faut les articuler. Il faut du temps pour être sûr que ce qu'on a produit est utile. En plus, pour couronner le tout, je dirais que nous, on veut travailler à une échelle qui est l'échelle de la ville, donc à une échelle qui est une échelle globale, ce qui nécessite donc une approche systémique. Alors du coup, ma dernière question, qui n'est pas forcément la plus simple, mais aucune ne l'était, je crois, je me tourne vers Vincent concrètement. Comment on passe de la théorie et de la difficulté qui a été exprimée à la pratique? Et quelles sont les difficultés qui éventuellement se rencontrent? On a parlé de la question politique, des difficultés de travail avec les aménageurs, les élus, qui seront ou non réélus. Mais j'imagine aussi qu'en interne, en tout cas, ma modeste expérience, en interne, il y a aussi
certains verrous à lever pour justement arriver à une approche systémique. Comment vous faites chez Suez Consulting? C'est vrai que c'est quelque chose à multidimensionnel, c'est-à-dire qu'on a des freins qui vont être de l'ordre du technique, des freins qui vont être de l'ordre de l'organisationnel, et puis des freins en termes de gouvernance à l'échelle des territoires. La modélisation, enfin en tout cas l'approche systémique, on voit qu'elle est vraiment nécessaire dans les villes où traditionnellement on a plutôt une vision de production sectorielle de la connaissance, des outils ou de l'organisation interne. Tout à l'heure, il y a Thierry Delumlet de Cosmo qui a évoqué l'expression de briser les silos. On est totalement dans cette logique-là. Pour faire de la systémique, il faut briser les silos. Alors briser les silos, c'est valable pour les modélisateurs, il faut que les modèles communiquent entre eux. C'est valable pour les personnes qui font le territoire. Aujourd'hui, on a des contradictions qui apparaissent parfois entre les différents secteurs. Il y a l'exemple qui est assez connu, c'est typiquement à Grenoble, la majorité ou une grande partie de la pollution de l'air est due à l'utilisation du chauffage au bois. Bon, alors on a quelque chose qui est vertueux d'un point de vue environnemental, c'est très bien d'avoir du bois dans son mix énergétique. Par contre, c'est problématique en termes de particules fines notamment. Comment est-ce qu'on arrive à concilier deux objectifs qui peuvent être parfois contradictoires? Ce type d'exemple, on le retrouve partout. Quand on va mettre en place des bornes de recharge électrique, notamment des bornes rapides, on va solliciter le réseau électrique très fortement. Ça a des coûts très important, ça a été dit tout à l'heure. Donc en fait, il faut qu'il y ait une communication entre les gens et entre les outils des différents services. Aujourd'hui, les collectivités, elles fonctionnent de manière cloisonnée. On a un service de l'eau et de l'assainissement, un service de l'énergie, un service de la propreté des déchets. Il y a heureusement des services qui peuvent être transversaux et intégrateurs. C'est notamment le cas des services de l'aménagement qui doivent porter ça. Peut-être qu'un jour, on aura un service de la donnée dans les collectivités. Heureusement, on a l'IAU. Et donc, il faut que ces gens discutent entre eux pour trouver des solutions à des problèmes qui, en tout cas à leur marge à minima, ont des interrelations. Voilà pour le premier point. Alors nous, ce qu'on peut apporter là-dessus, donc on a notre filiale Explicite par exemple qui travaille beaucoup avec la communauté urbaine de Dunkerque, donc on sort du territoire régional où la direction de l'énergie a des objectifs énergie-climat très ambitieux, mais ne peut pas faire sans les autres directions. Et donc il faut créer les conditions du dialogue par des groupes de travail, du partage d'expériences, du partage de données, etc., pour que la question de l'énergie et du climat ne soit pas portée exclusivement par la direction de l'énergie et du climat, mais par l'ensemble des services. Donc on travaille par exemple il y a un travail avec les services d'assainissement pour valoriser la chaleur fatale issue des eaux usées, il y a un travail avec le service des déchets également important, il y a un travail avec le service de l'aménagement, etc. Donc on a un premier volet qui est organisationnel. Alors cette organisation, évidemment, il faut que nous aussi on batte notre coulpe, elle a un impact sur notre organisation à nous. Nous on répond à des marchés qui sont émis par le service d'eau. Donc on a aussi, nous, une organisation qui est sectorielle. Donc il faut aussi que nous, on crée quelque part notre direction transversale. On l'a fait sous l'impulsion de Dominique Renaudet, donc on a une sorte de direction de l'aménagement au sein de Suez Consulting, donc une direction ville durable, qui est hébergée au sein de la direction conseil et stratégie auquel j'appartiens, et où on a des gens qui travaillent sur les différentes thématiques de la ville. Alors on couvre pas tout, évidemment, c'est impossible. Il y a des gens d'ailleurs qui essaient de faire croire qu'ils sont capables de tout couvrir. À mon avis, c'est fallacieux. C'est mon avis personnel. On a toujours besoin d'aller chercher des expertises ailleurs, mais en tout cas, on a besoin de gens qui ont des expertises multiples. Ça a été dit tout à l'heure sur la question des compétences. Nous, on a des compétences qui sont plus uniquement des compétences d'ingénieurs. On a toujours des ingénieurs, des urbanistes, des économistes, des gens qui ont des cursus en écologie pour la question de la biodiversité des milieux, des agronomes, etc. Et donc, c'est le croisement de ces... on a également des sociaux, des gens qui ont plutôt des cursus sociaux. Et donc tout ça, c'est aussi important pour casser les silos, non plus d'un point de vue sectoriel, mais d'un point de vue de l'analyse.
Alors, ça a un impact en termes de modélisation. Pour l'anecdote, quand on a démarré le projet Syracuse, on travaillait donc avec le LATS, donc un laboratoire de l'école des ponts, avec beaucoup de géographes, de socio-économistes, Sciences Po, Paris, avec là plutôt des politistes, et puis côté donc Safej à l'époque, Suez Consulting maintenant, et Explicit, plutôt des populations ingénieurs. Et au début, il y avait un grand consensus pour dire on va faire un modèle de la ville, sauf que personne n'a la même définition d'un modèle. Un modèle en économie, en polito, en sociaux ou un modèle en sciences dures, ça n'a strictement rien à voir. Et un des gros défis, ça a été de faire converger ces approches-là. Et donc, dans les approches systémiques, on a évidemment à faire des passages de données entre des modèles, on va dire, durs. Tout à l'heure, il y a la question des infras, du transport et de la qualité de l'air. On a aussi à faire converger des outils qui sont de nature complètement différente, avec des approches complètement différentes. Le tout toujours avec ses contraintes d'argent et de données, évidemment. Donc, c'est pas forcément facile. Après, d'un point de vue modélisation de la ville, on va dire un peu dur, qui est quand même notre cœur de métier. Il y a encore là différentes approches. Donc, l'approche qu'on a développée, par exemple, dans Syracuse, c'est de se dire qu'on a des services urbains, l'eau, l'énergie, les déchets, qui fonctionnent sur un modèle à peu près équivalent. Donc, c'est je prélève une ressource, je produis une ressource, je la transporte, je la consomme, je l'évacue, je la traite et je la relâche au milieu. Donc, ça fonctionne de manière à peu près identique. Donc, on a développé un modèle fonctionnaliste sur ces trois secteurs-là. Aujourd'hui, on se dit, mais on a d'autres compétences à intégrer. Il y a Vincent Lichard qui interviendra cet après-midi et qui lui est spécialisé dans les transports. Et quand on veut travailler ensemble, les transports, ça marche pas de la même manière. Donc là, on est obligé de passer par une étape qui est une étape de couplage des modèles et des outils. Donc je reviendrai pas là-dessus, ça a déjà été évoqué un petit peu ce matin, si ce n'est pour dire que coupler une Formule 1 avec un TACO, ça sert à rien. Il faut quand même qu'il y ait un niveau d'équivalence dans la définition des modèles qui soit à peu près homogène. Sinon, on a quand même des petits soucis dans l'exactitude de ce qu'on va raconter. Dernier point peut-être, c'est la question de l'interopérabilité qui rejoint un petit peu celle du couplage des modèles. Quand il y a plusieurs acteurs, plusieurs partenaires autour de la table qui vont interagir ensemble, l'interopérabilité c'est quelque chose d'assez important puisqu'en fait c'est la garantie de la bonne communication entre les outils. Pour le dire simplement, c'est les protocoles d'échange de données entre les outils sont connus de tous et ouverts. Et donc ça permet quelque part aux gens qui sont destinataires de ces outils d'avoir la garantie que si jamais il y a mieux ailleurs sur un volet, on peut aller chercher. Donc en fait, on dispose de briques de modélisation et l'interopérabilité, ça va garantir le fait de pouvoir choisir une brique plutôt qu'une autre, tout en gardant les autres briques qui nous intéressent, tout en sachant quelle est la formule, la recette du ciment qui va permettre de lier l'ensemble de ces briques-là. Et donc je crois qu'il y a aussi beaucoup de travail à faire de ce point de vue de l'interopérabilité des outils. On y travaille. Merci. Je me tourne vers Dominique parce que, notamment, c'est ma faute. J'étais un peu bavarde. Je ne suis pas tout à fait en avance. Est-ce qu'on peut prendre peut-être quand même une ou deux questions, Dominique? Qu'en pensez-vous? Micro? Non, pas de micro. C'est bon. Bien sûr, Florence, allez-y. Oui, merci. En fait, c'est un commentaire, puis c'est une question implicite. En fait, là, on voit bien, on a parlé beaucoup finalement du monde qui est complexe, systémique, etc. Et puis on se rend compte avec les interventions qu'on doit gérer maintenant la gouvernance de ce système. On l'a évoqué, et dans la gouvernance doit être à l'image de la complexité du système qu'on pilote. Et je retire deux enseignements de ce que j'ai entendu. Le premier, c'est la gestion des échelles, donc c'est avoir la bonne information à chacun des niveaux d'échelle. On dit souvent penser globalement et agir localement, mais je suis pas très d'accord avec ça, dans la mesure où il faut penser à chacun des niveaux d'échelle qui ont du sens au niveau des territoires. Et pour chacune des échelles, c'est assurer le problème de subsidiarité en matière d'intervention et ensuite de la cohérence entre les différentes échelles pour que ça fonctionne bien. Et puis après, à chacune des échelles, c'est dépasser le problème d'une approche sectorielle. C'est un peu comme ça qu'on est organisé aujourd'hui, notamment les collectivités, vous l'avez évoqué tous à certains niveaux. Et là, c'est comment organiser finalement la communauté des gens qui pilotent les systèmes complexes
pour qu'on puisse s'assurer d'une compréhension, d'une modélisation et puis après d'une analyse des résultats pour après avoir des décisions qui soient en cohérence avec la complexité du système qu'on pilote. Donc, et je pense qu'il y a peut-être aussi tout un travail de modélisation finalement, de la gouvernance, de la complexité de la gouvernance de nos systèmes complexes finalement. Voilà. Oh là là, que de projets en perspective. Oui, Daniel, je cours vers vous. Bonjour, Daniel Kaufmann de Vertigo, et membre d'Advancity. Monsieur Cousteau a parlé de son champ d'action, notamment les écoquartiers. Madame Barrero a parlé de l'épaisseur de la donnée et l'importance pour la planification. Et Monsieur Lenouvel a mis le doigt sur la question des objectifs et de la performance à travers la question du facteur 4. Alors, dans l'enchaînement entre scénarisation, modélisation et réalisation, qu'est-ce qu'il y a, quid de l'évaluation, et qu'est-ce qu'on peut dire sur comment on s'assure pour que les engagements pris dans les projets d'aménagement sont respectés, comment est-ce qu'on atteint les performances et les objectifs qui nous imposent la loi de la transition et les facteurs 4. Merci. Julien Sirisca. Oui, je vais répondre vraiment rapidement. Enfin, par rapport aux écoquartiers qu'on met en place, on a toujours dans cette approche un peu sectorielle. On analyse de manière sectorielle les différentes performances des bâtiments, performances du trafic, évolution de l'utilisation de la voiture. Développement du vélo, etc., développement des transports en commun. Donc là, on est capable sur chaque champ de voir si le modèle est bien respecté, enfin, s'il y a une vraie mise en place. Sur la performance des bâtiments, qui est un des sujets un peu sensibles, quand on fait des consultations de promoteurs en ce moment, on intègre dans la consultation un retour d'expérience, une évaluation de la performance du bâtiment au bout d'un an, qui est demandé aux promoteurs avec un système d'audit qu'on mettra en place. Donc on intègre ce niveau d'évaluation sur les différents postes. Après, dans l'approche globale écoquartier, il y a des demandes pour bien intégrer l'ensemble. Dans la modélisation au départ, on le fait peu. Il y a des demandes, ça fait partie des exigences qui sont données. Aujourd'hui, on essaiera de le faire, on le fera progressivement. On n'est pas encore bien équipé pour pouvoir le faire. Et c'est là où des offres un peu intégrées, qui soient suffisamment simples pour pouvoir mettre un certain nombre de critères compréhensibles par le maître d'ouvrage, compréhensibles par la collectivité, et ensuite qu'on peut réutiliser pour informer les utilisateurs du quartier, enfin les habitants ou autres utilisateurs, sur la modification de leur comportement, sera un outil vraiment utile. En ce qui concerne le schéma directeur, enfin l'exercice de planification d'échelle régionale, on a actuellement mis en place en fait des groupes de travail, des groupes de réflexion qui réunissent les mêmes acteurs pour son suivi et pour son évaluation que pour son élaboration, voilà, de façon effectivement aujourd'hui à choisir, à prioriser les objectifs qu'on souhaite suivre, à définir collectivement les difficultés à suivre ces objectifs et à les évaluer, parce que on voit bien entre l'échelle de la planification régionale et puis ensuite arriver jusqu'au tuyau, jusqu'au réseau, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup d'acteurs dans cette application. Donc ça fait partie aussi des enjeux. Donc les priorités en termes d'objectifs, les difficultés et puis les indicateurs qu'on souhaite mettre en place, retenir, avec l'objectif de ne pas les démultiplier, voilà, et de plutôt utiliser ceux qui existent déjà et qui sont utilisés eux-mêmes dans d'autres exercices d'évaluation, comme celui du plan de déplacement urbain d'Île-de-France, etc., pour essayer de partager les mêmes indicateurs, quels que soient les exercices, avec un suivi annuel, une évaluation au bout de 5 ans. Très ambitieux. Merci Sandrine. Peut-être s'il y a une dernière question qui appellerait du coup une réponse très très courte. Je
Vincent qui avait pris le micro. Alors, oui, c'était peut-être pour très, apporter très un élément supplémentaire par rapport à la question qui vient d'être évoquée. Je ne reviendrai pas sur la question de la métrologie, on est assez d'accord. Il y a de manière une tendance aujourd'hui, en tout cas dans les écoquartiers, dans les nouveaux quartiers qui se créent, à avoir un retour d'expérience sur vraiment les préconisations qu'on a fait, les objectifs, est-ce qu'on les tient. C'est un mouvement de fond, je pense, et qui va prendre de l'ampleur dans les années à venir. Peut-être plus sur l'enchaînement entre scénarisation, simulation, modélisation et puis évaluation. Je pense qu'il ne faut pas le voir comme un processus linéaire, c'est un processus itératif. C'est en tout cas ce qu'on a vu quand on a travaillé par exemple avec le PA Plaine de France, c'est que en arrivant derrière à l'étape finale d'évaluation, on a remis en cause en partie les objectifs qui avaient été fixés, soit pour les redéfinir de manière plus précise, soit pour les modifier parce qu'on se rend compte qu'il y a des objectifs qui n'est peut-être pas forcément coût efficace d'atteindre. Ça veut dire que on a des rendements décroissants dans l'argent qu'on va mettre pour atteindre des objectifs de durabilité, par exemple d'énergie renouvelable, typiquement. Les derniers kilowattheures vont être très coûteux à atteindre. Alors est-ce qu'on n'a pas mieux intérêt à pas aller chercher ces kilowattheures et puis à mettre ces sous-là sur d'autres actions dans un contexte de finances contraintes? C'est aussi une réflexion qu'il faut avoir et je pense que là les objectifs aussi doivent être vus de manière intégrée. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre les objectifs de manière individuelle, il faut aussi avoir une réflexion intégrée sur ces objectifs. Merci. Alors, Monsieur Moussafi, réponse très très courte ensuite. De toute manière, vous aurez l'occasion d'échanger pendant le déjeuner ou, sauf si j'ai vraiment fait une grosse boulette, il n'y aura pas de pâtes. Oui, c'était juste une remarque par rapport à la complexité des données qui viennent alimenter les modèles et au fait que peut-être une certaine frugalité serait suffisante. Vous avez parlé de Rolls-Royce à propos de mes simulations. Mais moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé, par exemple, à un colloque sur le risque incendie industriel, etc., à Vienne, où finalement quelqu'un a dit si on ne prend pas en compte le bâti dans la propagation des panaches d'incendie, comment est-ce que les gens qui, tous les jours, voient le bâti sur leur smartphone pour aller du point A au point B vont admettre que la ville de Vienne n'a pas pris en compte le bâti dans le modèle de propagation d'incendie? Ce que je veux dire, c'est qu'on a aujourd'hui une pression externe des grands mammouths du marché de l'information géographique, dont le nom commence par G et autres, qui fait qu'on va avoir du mal à dire restons frugaux. Si juste pour aller chercher sa baguette de pain, on peut très bien avoir une vue 3D de sa ville et des rendus réalistes de façade, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on essaye de mettre en scène des résultats de qualité de l'air ou des résultats de risque incendie avec du rendu réaliste, c'est simplement qu'on est terriblement poussé dans le dos par ce facteur qui peut être aussi considéré comme un facteur de mode, mais c'est plus profond que ça. Enfin, ceux qui détiennent l'information géographique détaillée de toutes les villes de la planète ont un truc qui commence à s'appeler le pouvoir, qu'il faudrait qu'on analyse un peu dans notre réflexion, je crois. Quand je parlais de Rolls-Royce, non pas, enfin, je me plaçais pas sur le plan du souhaitable ou pas souhaitable. Évidemment, je pense qu'on aimerait tous, ne serait-ce que pour notre intérêt personnel, développer des Rolls-Royce. C'est quand même beaucoup plus sympa à conduire. C'est beaucoup plus confortable. Ça se plaçait plus dans le registre de, un principe de réalisme qui malheureusement nous touche. On en a parlé avec mon collègue d'Egis. Concrètement, aujourd'hui, il y a un arbitrage auprès des collectivités entre le coût et le bénéfice des exercices de modélisation. Alors évidemment, si Vienne brûle, le risque est quand même assez important. Donc on espère que Vienne va investir dans la modélisation du bâti.